Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la ville d'Atribis. Atribis est le nom grec de deux villes d'Égypte. L'une se situe en Haute-Égypte, près de la ville d'Akhmim, et l'autre, celle qui nous intéresse aujourd'hui, se situe en Basse-Égypte. La ville d'Atribis, au nord, est connue des anciens Égyptiens sous le nom de Hut-Heri-Hib. Son nom signifie quelque chose comme la demeure du milieu. Nous allons le déchiffrer ensemble. Le premier signe à droite représente une grande demeure, un temple, avec une porte. C'est un idéogramme pour temple, et sa lecture est Hut. Le signe suivant est un petit pain rond, unilitaire, pour marquer le son T. Il est utilisé ici comme complément phonétique de Hut. Le signe en dessous du T est un plan de maison vu du dessus. Per. Il ne se lira pas, car il s'agit du déterminatif des bâtiments, des constructions, qui finit donc le mot Hut, la demeure. Nous avons après une tête vue de face. C'est un bilitaire qui se prononce her. C'est la préposition sur. Juste en dessous, nous avons un cœur. Ce bilitaire se prononce ib et il signifie cœur. Les deux signes ensemble, heri, hib, donnent l'adjectif nisbé signifiant qui est au milieu, le cœur étant au milieu du corps. Le dernier signe représente un carrefour entouré d'une enceinte, c'est le déterminatif des noms de localités. Hut, heri, ib, la demeure du milieu. La cité d'Atribis est localisée dans le 10e nome de Basse-Égypte. Ce nome s'appelle le nome du grand taureau noir, Ka Kem Ur, dont elle fut la capitale. Ka signifie taureau, Kem noir et Ur grand. Le site est connu aujourd'hui sous le nom arabe de Tel Atrib, à proximité du village de Ben-A. Tel signifie colline et Atrib, c'est le nom d'Atribis. Atribis se situait sur la rive droite du bras du Nil nommé Atribitique. Selon l'historien Ammien Marcellin, Atribis était parmi les villes les plus importantes du delta du Nil, au IVe siècle après Jésus-Christ. Elle semble en effet avoir été d'une importance suffisante pour donner le nom d'Abriticus fluvius à la partie supérieure du bras tanitique du Nil. Tanitique du nom de Tanis, la ville. Parlons maintenant de la religion dans la cité d'Atribis. Dans la cité était vénéré un dieu très peu connu dans le panthéon égyptien du nom de Kem-Ur, le grand noir. Voici son nom. Le premier signe est un bilitaire qui représente des écailles de crocodile et se prononce Kem. Il signifie noir. La chouette qui suit est un unilitaire pour le son M, complément phonétique de Kem. L'hirondelle est un bilitaire pour le son OUR, la bouche juste en dessous est un unilitaire pour le son R, utilisé aussi comme complément phonétique de OUR. Le tout, OUR, signifie grand. Nous avons ensuite les déterminatifs, celui d'un taureau car telle est l'apparence de Kemur, et le déterminatif des divinités, l'homme barbu assis, le petit dieu. Notre cher Kemur est donc une divinité taureau liée à la fertilité et est souvent assimilée à une manifestation du dieu Osiris. Il était d'abord le dieu tutélaire du 10e nome de Basse-Égypte dont il fut le symbole et à qui il donna son nom, le nome du taureau noir, Ka-Kem, ce que nous avons vu précédemment. Son centre de culte se trouvait à Atribis, qu'il partageait avec un dieu crocodile nommé Khenti-Kheti. Khenti-Kheti est assimilé au soleil naissant repoussant les créatures de l'obscurité, parfois figuré sous la forme d'un crocodile, mais le plus souvent représenté sous la forme d'un dieu hiéracocéphale à tête de faucon, portant dans ce cas l'épithète de Horus Khenti-Kheti ou Khenti-Kheti. Son culte se développa surtout à partir de la 18e dynastie, 1549-1295, au Nouvel Empire, où cet Horus, Khenti-Kheti, fut figuré sous la forme d'un faucon. Les fonctions étaient surtout guerrières. On vénérait aussi le dieu Osiris dans la cité, qui était censé y résider.
Les textes et les sources connues nous indiquent qu'un temple consacré à ces divinités fut édifié au Nouvel Empire, 1549-1080. Le temple fut reconstruit et agrandi par le roi Ahmès Ier, premier roi de la XVIIIe dynastie, 1549-1525. Plusieurs dignitaires du règne de Thoutmôsis III, 1479-1425, originaires de la ville d'Atribis, sont connus pour les dédicaces qu'ils laissèrent en l'honneur du dieu Khem-Ur. Ces sources attestent de l'intervention du roi dans la cité et révèlent qu'une chapelle et une partie du temple étaient aussi consacrées à Hathor, maîtresse du sycomore. Maintenant parlons de l'histoire de cette ville. Les plus anciennes traces écrites sur la cité remontent à l'Ancien Empire, de 1647-2150. Les égyptologues y ont mis au jour une pyramide en briques crues qui semble dater de cette époque, et qu'ils pensent appartenir à une série de monuments similaires que le roi Houni, de 1599-1575, de la troisième dynastie, érigea à travers tout le pays. Cependant, à part cette dernière, les vestiges les plus anciens découverts sur le site remontent à la 12e dynastie, 1991-1783, et à la 13e dynastie, 1783-1625, dont une stèle appartenant au roi Amenemhat V Sechem-Ka-Ra, 1776-1773, qui fut mise au jour. Il s'agit d'une stèle cintrée, avec tout en haut une figuration du disque solaire, ailé, l'Horus de Behedet, l'Horus d'Edfou. En dessous, au milieu, on peut voir le nom d'Horus du roi Sechem-Karé. Dans la titulature royale, le nom d'Horus d'un roi est inscrit dans une enceinte de palais. C'est le rectangle. Ce motif s'appelle un sereh et il est surmonté du dieu Horus portant la double couronne. À gauche, vous pouvez remarquer le cartouche du roi, celui de son nom de naissance, Serem-Ka-Ra. Serem est écrit avec l'étoffe plissée S, complément phonétique de Serem, le sceptre que vous voyez. Ka, c'est les deux bras en l'air, le Ka, la force vitale. Et Ra, c'est le soleil. Serem-Ka-Ra signifie, grosso modo, puissant et le Ka de Ra. À droite du nom d'Horus, vous pouvez voir, accroupi, une représentation du génie personnifiant la crue, apportant des offrandes sur une tablette. Il s'agit de Hapi, ce petit génie grassouillé avec des plantes sur la tête. Repartons dans notre parcours historique de la ville d'Atribis. En se basant sur ces découvertes, on suppose qu'Atribis était à cette époque une cité importante, rivale des villes comme Abidjou, Abydos, ou encore Abou, Éléphantine, bien au sud, sous le règne du roi Thoutmôsis III, 1479-1425. Des hauts dignitaires, originaires d'Atribis, sont connus pour les dédicaces qu'ils laissèrent en l'honneur du dieu Khem-Ur dans le temple de la cité. Ainsi, on sait que sous son règne, un nommé Touri occupait le poste de maire de la ville et de grand prêtre du dieu. Sous le règne d'Amenhotep III, 1390-1353, le temple fut restauré et embelli, mais il n'en reste malheureusement rien aujourd'hui. Les spécialistes supposent que l'une des deux statues de lion couché attribuées à ce roi, aujourd'hui au British Museum, provient du site d'Atribis. Mais elles furent usurpées par le pharaon Ramsès II, 1279-1213, de sorte que leur emplacement d'origine est incertain. L'architecte et scribe du roi Amenhotep III, qui se nomme Amenhotep fils de Apou, était aussi originaire de la ville d'Atribis. Il fit ériger dans le temple d'Horus Khenti-Kheti une importante statue représentant un cobra dressé qui est appelé aujourd'hui le serpent d'Atribis, et qui se trouve au musée du Caire. Vous pouvez vous amuser à repérer sur la statue le cartouche du roi Amenhotep III. Et pourquoi pas le nom du dieu Khenti-Kheti que nous avons vu précédemment. Les avez-vous repérés? Dites-le moi en commentaire. Amenhotep, fils de Apou, laissa de très nombreux textes et dédicaces.
le plus souvent en l'honneur du roi. L'une d'elles nous renseigne plus particulièrement sur la topographie d'Atribis. Je cite. Mon maître fit creuser son lac méridional et son lac septentrional, qui sont diaprés de fleurs de lotus. Les informations qu'elles contiennent ont permis aux égyptologues de restituer l'aspect général que la cité pouvait avoir lors du Nouvel Empire, 1549-1080, avec un temple principal au centre, bordé au nord et au sud par les deux lacs sacrés. Au cours de la 19e dynastie, 1295-1186, le pharaon Ramsès II agrandit le temple et y fit ériger 2 obélisques en granit noir, dont un exemplaire restauré se trouve aujourd'hui au musée archéologique de Poznań en Pologne, et un fragment de l'autre est conservé au musée du Caire. Ces 2 obélisques ont reçu des dédicaces supplémentaires par les pharaons Meremta 1213-1203 et Séti II 1203-1194. Leurs bases en quartzite rouge furent retrouvées et sont actuellement exposées dans les jardins du musée du Caire. Sur cette photo, amusez-vous à repérer les cartouches de Ramsès II. Je trouve amusant le petit panneau au pied de cet obélisque, écrit en égyptien « Mi enredi djebaou chen em techen » Je vous prie de ne pas poser vos doigts sur l'obélisque. Voici une photo d'une des bases en quartzite rouge d'un de ces obélisques, devant le musée du Caire. Alors, petite description, nous avons à gauche, tout à gauche, le roi en position de prière devant un dieu. On peut repérer 2 cartouches devant le roi. Si je lis bien, il s'agit des 2 cartouches du roi Ramsès II, précédés de 2 épithètes. Le premier à droite, Neb Tawi, le maître des 2 terres, Uzer Ma'atra, Setep Enra, et le second à gauche, Neb Khaou, le maître des apparitions, ou le maître des couronnes, Ra-Mes-Sou, Meri Imen, Ramsès l'Émédamon. En dessous des cartouches et devant le roi, nous avons des vases à libation, avec des jolis petits lotus par-dessus, des vases posés sur des supports. Sur la partie gauche, nous avons le dieu. On peut remarquer que ce dieu est assis sur un trône lui-même posé sur un socle. Il s'agit donc de la représentation de la statue de culte du dieu. Ce dieu est à tête de faucon, je sais c'est un peu abîmé mais il est à tête de faucon, surmonté d'un grand soleil. Ce sont les hiéroglyphes qui vont nous permettre d'identifier le dieu. Le nom du dieu est inscrit dans la 3e colonne de texte, au-dessus de la brisure. On peut remarquer un petit faucon et 3 jarres liées ensemble. Il s'agit du début du nom de l'Horus Khenti-Kheti, dieu tutélaire du 10e nome de Basse-Égypte, celui de Khem-Ur, dont vous pourrez remarquer le nom à l'extrémité gauche. La bande de texte en dessous de cette scène est une inscription au nom du roi Meremta. La dédicace commence avec le nom de Nesut-Biti, celui du jonc et de l'abeille, tout à gauche. Donc le roi de Haute et Basse-Égypte, suivi d'une corbeille de 2 bandes de terre. Il s'agit de l'épithète Neb Tawi, le maître des 2 terres. On ouvre le cartouche de ce nom de couronnement. Nous avons d'abord une houe, Mer, l'aimé d'eux, suivi d'une figuration du dieu Amon, donc Meri Amen, l'aimé d'Amon, suivi d'une figuration de Ra, le dieu hiéraconcéphale avec le soleil sur la tête, suivi d'une vaguelette d'eau, N, et suivi d'un bélier qui se dira Ba. Ba en Ra, Meri Imen. Le nom qui suit dans la titulature de ce roi est le nom de naissance. Vous avez repéré le canard et le soleil, le nom de Sa-Ra, fils de Ré, suivi de l'épithète Neb Khaou, avec la corbeille
le soleil qui se lève derrière une colline et les trois traits du pluriel, le maître des couronnes, on ouvre le cartouche, on retrouve la ou mer, Meri, l'aimé d'eux, suivi d'une figuration du dieu Ptah assis, donc Meri Ptah, l'aimé de Ptah, puis une figuration de la déesse Ma'a, déesse de la justice assise, après une vaguelette N, un pain d'offrande sur une natte, Hetep, et un visage vu du face avec un trait du déterminatif. Son nom complet se lit Meri Ptah, Hetep Her Mahat. Voilà. Autre scène, nous retrouvons en bas une colonne de la dédicace de Meremta avec le même texte que tout à l'heure. À gauche, nous avons le roi portant la double couronne, celle de Haute et de Basse-Égypte, la Pa Sechemti. Le roi fait une offrande de ce qui semble être un cœur. Pour identifier le roi, il suffit de regarder les deux cartouches. Comme nous les avons déjà vus, je vous laisse deviner de qui il s'agit. Sur la partie droite, nous avons le dieu. Ce dieu est assis sur un trône, lui-même posé sur un socle. Il s'agit de la statue de culte du dieu, qui reçoit l'offrande. C'est un dieu, ici, à tête humaine, surmonté d'un disque solaire. Encore une fois, ce sont les hiéroglyphes qui vont nous aider à identifier ce dieu. Alors, juste à gauche du soleil, vous pouvez repérer un tout petit scarabée, trilitère qui se lit Reper, suivi juste en dessous d'une bouche pour le son R, et à droite d'un roseau pour le son I. Vous pouvez lire le nom de Khepri. Khepri est l'aspect matinal du dieu soleil. Ra étant son aspect au zénith et Atum son aspect au couchant. Ces artefacts représentent avec quelques autres reliefs les seuls vestiges monumentaux qui subsistent du temple d'Atribis datant du Nouvel Empire. Meremta laissa également de nombreux vestiges dans la cité, et il semble que c'est à partir de son règne que la ville commença à jouer un rôle stratégique important dans la région. Un texte du règne de Ramsès III, 1184-1153, nous dit qu'un prince local devint assez puissant et qu'il complota contre lui. Le pharaon y raconte comment il écrasa cette rébellion naissante et fit rénover et embellir pour la circonstance le grand temple d'Atribis. Lors de la période troublée de la troisième période intermédiaire, 1080-656, la cité continua d'avoir un rôle prépondérant dans le delta, avec à l'évidence une certaine prospérité due à sa proximité avec les grandes villes telles que Tanis ou Bubastis. Il s'y constitua une royauté, ou principauté, ou régence, autonome dès 850 avec le prince Bakhénéfi I, 850-790, dont on ne sait rien. Ces princes contrôlaient un territoire qui comprenait aussi la ville d'Héliopolis. Ils firent partie des révoltés contre l'invasion assyrienne, et les plus importants souverains de cette époque furent Bakhénéfi III et Inaros Ier. Avec la fin de la troisième période intermédiaire, à une période nommée la Basse Époque, 656 à 332, du fait de sa position stratégique dans le delta, la cité joua un rôle politique, notamment dans la lutte qui opposait les Koushites de la 25e dynastie, 747-656, aux principautés du delta. Puis, peu de temps après, avec l'empereur d'Assyrie, Ashurbanipal, 669-631, qui convoitait les richesses de la terre du Nil. Sous le règne de Bakhénéfi III, 727-667, les Assyriens attaquèrent pour la première fois l'Égypte vers 677. Mais l'empereur Assaradon, 681-669, dut écourter sa campagne pour mater une rébellion au nord de son empire. En l'an 17 du roi Taharqa, 690-604 de la 25e dynastie, une nouvelle attaque fut menée par les Assyriens qui, avant d'arriver en Égypte, ravagèrent la Palestine. L'empereur Assaradon prit la ville stratégique d'Ashkelon, aux portes du delta. Taharqa dépêcha une armée qui repoussa les Assyriens. Cette victoire apporta presque 3 ans de paix au pays.
En 672, la Syrie lança à nouveau toute son armée contre l'Égypte. L'empereur Assaradon, nettement plus fort militairement, s'empara du delta, de Memphis, et assit son autorité jusqu'à Assouan. Et en 672, il se proclama roi d'Égypte. Taharqa dut alors se réfugier dans le sud, d'où il garda apparemment le contrôle sur la Haute-Égypte. Les Assyriens, ayant besoin d'appuis locaux pour garder le pouvoir sur leur nouveau territoire, favorisèrent les rois clés du nord, au premier rang desquels se trouvaient les princes régents de Saïs et d'Atribis. En 669, les Assyriens partirent. Taharqa se lança dans une reconquête du pays, et la ville de Saïs fut prise. Le nouvel empereur d'Assyrie, Ashurbanipal, lança son armée contre l'Égypte et reconquit sans grande difficulté la Basse et la Haute-Égypte. Atribis changea une nouvelle fois d'allégeance, Taharqa fuit de nouveau et se réfugia à Napata, en Haute-Nubie, comme lors de la première invasion. Les Assyriens laissèrent le pouvoir au roi de Saïs, puis quittèrent le pays. Ce fut le moment que choisirent les princes de la ville et ceux d'autres cités, dont Atribis, pour négocier avec Taharqa et trahir les Assyriens. Ashurbanipal, excédé et afin d'empêcher toute rébellion future, fit exécuter les principaux chefs de Saïs et de la rébellion. Cependant, un grand chef fut épargné, Néchao Ier, 672-664, à qui l'empereur confia le royaume, et il y installa son fils Psamétique I, le futur roi, de 664 à 610, à la tête du royaume d'Atribis, à la place du fils de Pakénéphie III, Inaros Ier. Les Saïtes prirent ainsi le pouvoir avec l'appui et la reconnaissance des envahisseurs qui quittèrent une nouvelle fois le pays. Ce fut, depuis la ville, capitale de son petit royaume, que Psamétique I reprit l'avantage après le retrait des troupes assyriennes et réussit à réunir les deux terres en fondant la 26e dynastie, 664-525. Atribis perdit alors son statut de capitale au profit de Saïs, mais les découvertes faites sur le site confirmèrent que la ville resta un centre important de la monarchie saïte et conserva son rôle stratégique tout au long de cette période agitée, et même bien au-delà lorsque les troupes grecques, puis romaines, envahiront l'Égypte. Psamétique II, 595 à 589, épousera vers 590 Tahout, une princesse d'Atribis. Le pharaon Amasis, 570-526, qui est connu pour avoir forgé de nombreux liens avec d'autres pays méditerranéens, en particulier la Grèce, fera venir à Atribis des ouvriers et architectes afin d'agrandir considérablement le temple. Cependant, aujourd'hui, il est malheureusement trop en ruine pour tenter une reconstitution. Mais les dépôts de fondations qui ont été trouvés dans la cité portent le nom du roi. Les chaussées et les ruines indiquent que la ville fut largement agrandie et embellie lors de la période ptolémaïque de 305 à 30. Plusieurs vestiges découverts aux abords du site font penser aux chercheurs qu'il fut occupé juste avant cette période par les troupes macédoniennes qui accompagnèrent Alexandre le Grand, 336-323, dans sa campagne, et que ces troupes furent laissées stationner dans la ville car elles représentaient un site stratégique. Avec la conquête romaine, la cité prit une grande importance économique. Atribis fut l'un des noms militaires affectés à la milice calasyriane. Son apogée se situe autour du IIe siècle après Jésus-Christ, où des canaux, des villas et des bâtiments industriels furent construits, comme les bains de Ptolémée. La zone du temple dédié au culte de Dionysos fut fouillée récemment et un grand nombre de statues d'Aphrodite qui ont été mises au jour suggèrent qu'il fut soit un contexte religieux, soit un important atelier de sculpteurs. Sous les empereurs chrétiens, la ville appartiendra à la province d'Augustam Nica Secunda. Voilà pour le parcours historique de la ville d'Atribis. Nous allons parler maintenant des fouilles archéologiques sur le site d'Atribis. La première mention de la cité par des chercheurs remonte à l'expédition française d'Égypte menée par Bonaparte en 1798-1799. La description qu'ils en ont faite nous présente un vaste tel, une colline, inexplorée, caractéristique des sites du delta. Le tel d'Atribis comprenait à cette époque de nombreux vestiges visibles, mais qui ont été depuis malheureusement perdus.
Nous avons 2 voies d'époque romaine qui le traversaient de part en part. Les savants de l'expédition avaient identifié les monuments suivants. Un aqueduc de l'époque romaine, les ruines du temple d'Horus, comprenant notamment une salle hypostyle, dont les éléments les plus récents remonteraient au règne du roi Ptolémée XII, Néos Dionysos, 80-58 et 55-51. Les vestiges d'une pyramide de briques crues, dont les égyptologues pensent qu'il appartient à une série de monuments similaires que le roi Ouni de la 3e dynastie érigea à travers tout le pays. Nous avons aussi un arc de triomphe de l'époque romaine, des blocs de granit d'un temple du pharaon Ramsès II, un autre temple dont il ne reste que les fondations et quelques tambours de colonnes, mais dont les vestiges étaient encore visibles en 1956. Le site a largement été endommagé par les agriculteurs locaux, chercheurs de sebah, terme utilisé pour décrire des matériaux organiques décomposés qui peuvent être utilisés à la fois comme engrais agricole ou comme combustible. De plus, il n'a jamais été totalement étudié. Ces monuments ont probablement été dispersés sur la zone, c'est ce qui fait que seulement quelques vestiges furent localisés. Les textes anciens suggèrent qu'il y avait des temples consacrés au dieu Horus Rentikhieti, qui était le dieu le plus important de la région. Il nous indique également qu'il y avait un temple construit par le roi Amenhotep III, bien qu'il n'en reste plus rien sur place. Les inondations annuelles du Nil jusqu'à l'époque moderne ont aussi contribué à réduire le vaste tel et les sous-sols. Enfin, en 1862, une démolition de certains des monuments vus au début du XIXe siècle fut faite lors de la construction de la ligne de chemin de fer reliant Alexandrie au Caire. Le site fut fouillé pour la première fois en 1852 par Auguste-Édouard Mariette. Il y mit au jour des monuments de différentes époques, ainsi qu'un buste de l'un des tétrarques en porphyre rouge, datant du IVe siècle de notre ère, aujourd'hui au musée du Caire. En 1882, les archéologues ont dégagé la moitié d'une grande stèle de Benna près d'Atribis. Elle est appelée la stèle d'Atribis et raconte la victoire du pharaon Meremta sur les Libyens, en l'an 5 de son règne. En 1924, à proximité du temple reconstruit par Amasis, une importante cache d'un trésor d'argent datant de la période tardive fut retrouvée par des agriculteurs. Il s'agissait d'environ 50 kg d'argent sous forme de lingots et des bijoux, aujourd'hui au musée du Caire. En 1939, Alan Rove, de l'Institut archéologique de Liverpool, a identifié et fouillé un système de canalisation d'époque romaine, sans doute lié à l'antique aqueduc relevé par les savants de l'expédition d'Égypte. En 1946, Naguib Farag mit au jour un établissement de bains romain. La même année fut dégagée au nord du site une nécropole datant de la période ptolémaïque et romaine. Elle contenait également les vestiges du tombeau de la reine Tahut, princesse d'Atribis, épouse du roi Psamétique II, ainsi que d'autres tombes de la basse époque. Outre les restes de son sarcophage et quelques fragments de son mobilier funéraire, une paire de sandales miniatures en or y fut mise au jour. En 1957, l'équipe du Centre polonais d'archéologie méditerranéenne du Caire découvrit un autre établissement thermal datant de l'époque julio-claudienne. Il fut rebâti sous le règne de l'empereur Trajan, 98-117, puis sous celui d'Adrien, 117-138. Il sera détruit au IIIe siècle et remplacé par de grandes colonnades en marbre de couleur qui devaient border les voies romaines qui quadrillaient la cité antique. Depuis 1985, une équipe égypto-polonaise dirigée par Karol Myslewicz de l'université de Varsovie fouille le site de la partie de la ville gréco-romaine, non loin du Kom Sidi Youssef. Elle a mis au jour un atelier de production de figurines en terre cuite remontant à la basse époque et qui resta en activité tout au long de la période ptolémaïque, voire au-delà. Le site a livré plus de 260 figurines. En plus de ce quartier artisanal, les archéologues ont dégagé un établissement de bains ptolémaïque probablement utilisé à des fins cultuelles. Les vestiges d'un centre cultuel dédié à Dionysos, ainsi qu'en 1986, une villa ptolémaïque qui a livré plusieurs statues en marbre. En 1988, les Polonais découvrirent un autre trésor en pièces de monnaie datant du règne de Ptolémée VI Philométor, l'aimé de sa mère, 180-145. Voilà, la vidéo est terminée, je vous remercie de votre attention. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi un commentaire ou un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle ville dans le Delta. Et d'ici là, portez-vous bien et faites un jour heureux. Irek Eru Nefer. Hotep!